On dit Sian? Ouais. Ok. Lui, c'est Gabriel Sian. Il a vendu 2 boîtes et a atteint la liberté financière. En clair, il n'a plus de soucis à se faire. Mais au lieu de se la couler douce, il a choisi un nouveau défi. Un truc fascinant, la longévité. C'est le truc qui obsède les riches car elle permet d'atteindre l'immortalité. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Et Gabriel m'a tout expliqué. Alors installe-toi confortablement pour ce nouvel épisode d'Histoire de résonance. Donc là, tu sors, tu as déjà un certain capital. Tu as envie de quoi? Tu as envie de partir à Bali? Tu as envie de faire une retraite au fin fond du monde, te couper des choses? Ou tu as directement envie de prendre la prochaine liane? Ouais, c'était plutôt ça. Je me dis, voilà, une première expérience. Oui, j'ai fait des erreurs, mais ouh là là, qu'est-ce que j'ai appris plein de choses et j'ai envie d'appliquer toutes ces choses-là et de ne plus refaire les mêmes erreurs et à quel point ça va aller super vite dans la nouvelle boîte puisque justement, je sais comment m'y prendre. Puis comme j'ai mis la société en pilote automatique pendant 2 ans, bah, du coup, j'ai pu me reposer, j'ai pu accumuler de l'énergie, etc. Donc, je suis dans une situation assez confortable pour envisager une nouvelle aventure entrepreneuriale. On fait pas pendant ces 2 ans-là de justement pilote automatique? Beaucoup de réflexions. Je me rappelle, je regardais une conférence TED par jour. J'allais à des conférences, j'ai lu pas mal de livres sur le business, sur l'orientation des marchés, sur la marche du monde, qu'est-ce qui est en train d'arriver, sur quoi se positionner. Tu as peut-être un livre ou un tel qui t'a marqué? Un livre qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, effectivement, c'est Le Cygne noir de Nicolas Nassim Taleb, qui a complètement changé ma vision sur le monde. Pendant toute ma vie, j'ai voulu faire les choses différemment. Les gens autour de moi me disaient: «Mais attends, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire», et la plupart du temps, ils avaient raison. Ce que j'essayais de faire différemment ne fonctionnait pas. Sauf qu'une fois sur 10, quand ça fonctionne, bah, tu as complètement changé ta manière de voir les choses et tu as rattrapé quelque part toutes les pertes que tu as eues, sur les 9 fois sur 10 où tu as essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais tout est une question de long terme versus court terme. Sur le court terme, ben, le monde ambiant a raison, effectivement, mais sur le long terme, si tu continues de persévérer, d'essayer de trouver des nouvelles voies, en fait, tu finis par trouver des choses, des raccourcis que personne ne connaît, que personne ne prend et qui représentent toute la différence. Et toute ma vie, en fait, j'ai eu cette frustration d'être incompris pour cette raison-là. Et là, j'ai compris que c'est normal, que le monde est fait comme ça et que moi, il faut que j'assume cette différence-là. Et il faut même que je puisse capitaliser dessus et me spécialiser là-dedans puisque c'est déjà quelque part dans mon ADN, dans ma manière de faire. Un autre livre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est Une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari, qui a ensuite récidivé avec d'autres livres, notamment Homo Deus et maintenant Une brève histoire des réseaux d'information. Très, très intéressant. Voilà quelques exemples. Après, il y en a plein d'autres, mais s'il y en avait un que je voudrais recommander à n'importe quel entrepreneur ou personne qui souhaite sortir un petit peu de la pensée dominante, c'est effectivement le Cygne noir. Comment on bascule sur la prochaine liane? Ouais. Donc moi, l'une des choses que j'ai beaucoup travaillé et dans lesquelles je pense que je suis devenu opérationnellement assez bon, c'est la génération de leads, de par mon ancienne boîte, jusqu'en 2015. Et donc je me dis, il faut qu'on trouve une manière de générer du lead qui soit plus responsable, plus efficace et plus intéressante, à la fois pour les acquéreurs potentiels et également pour les prestataires. Et donc j'avais à l'époque une idée de communauté, d'entreprise qui vont générer du lead mutuellement et avec un système de troc où plus tu fournis tes besoins à l'ensemble de la communauté, plus tu reçois les besoins d'achat de la communauté lorsqu'ils sont dans ton domaine d'activité. Et donc l'idée était très belle, j'avais construit tout un argumentaire qui était assez attrayant, qui finalement n'a pas marché puisque, voilà, finalement le juge de paix, le juge ultime, c'est le marché. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Mais on a essayé pendant 8 mois et après on a pivoté dans la nouvelle boîte. Pourquoi ça a pas marché? En bref, hein, mais ça, faut toujours tester les choses, hein, ça pourrait très bien bien fonctionner, mais la raison, ça a été que, les entrepreneurs,
Ils étaient, très désireux de recevoir les, leads des autres, les besoins d'achat des autres, mais ils étaient moins enclins à fournir leurs propres besoins aux membres de la communauté. Donc comme le système s'entretenait grâce à cette espèce d'échange de bons procédés, bah, si tu veux recevoir sans donner, finalement, ça fonctionne pas. Au bout d'un moment, on a dû, ou quelque part, il y avait pas une explosion, quoi. Il y avait pas une croissance exponentielle, et moi, j'avais bien ressenti ce que c'était un product market fit. On l'avait pas et donc finalement, on a choisi de réorienter les briques, technologiques qu'on avait développées d'une manière différente, après quelques pivots, et c'est comme ça que Getemail.io est né en 2016. Très rapidement, on a vu que Getemail.io qui était, cette idée d'aider, les entreprises et les entrepreneurs à prospecter sur LinkedIn, en trouvant les adresses email professionnelles de leurs prospects, accrochait très, très bien au marché. Et l'histoire est assez rigolote parce que et c'est vraiment une illustration du développement agile, hem, des startups. Lean startup, la méthodologie Lean startup. C'est quoi la meilleure Lean startup, c'est, l'idée de ne pas construire des gros projets, des grosses briques, techniques, tant que tu n'as pas validé le besoin du marché par rapport à ça et limite même de mettre, la vente avant le développement du produit ou de co-construire le produit avec tes clients. Hem, donc l'idée, c'est d'habitude, on va dire, on crée le produit et après on essaie de le vendre et là, ça inverse un petit peu la tendance où d'abord on vend un produit qui est en cours d'être construit ou après on le construit. Et donc comme ça, au moins, tu es sûr que tu es pas à côté du marché, que tu as pas construit quelque chose dont personne ne veut, ce qui est souvent le problème des ingénieurs qui pensent, faire des projets extraordinaires, sauf qu'en fait, personne n'en veut ou personne ne veut payer ou ça correspond pas à un besoin. Donc ça permet d'éviter ce genre de travers-là. Et nous, ce qu'on a fait, c'est, on a essayé de vendre un produit qui était en fait un produit d'un concurrent qui vendait une API. Donc nous, ça nous permettait d'utiliser sous le capot l'API de notre concurrent. On payait, tout était légal et on n'a rien fait d'illégal et donc il était très content, lui, de faire du chiffre. Mais, on vendait 2 fois plus cher le service fourni à travers notre interface. Donc tout était construit sur l'outil, la brique technique de notre concurrent. Effectivement, après plusieurs mois, une croissance, du chiffre d'affaires en exponentielle, on s'est dit: «Oui, effectivement, il y a un marché, et on peut développer nous-mêmes la brique et d'ailleurs, on va le faire, mieux que celle du concurrent» et donc c'est là où on a mis en place, tout l'investissement et tout le développement de la partie technologique. Parce que derrière un outil comme ça, il y a énormément de techno. Et alors là, tu es tout seul? Non, dès le départ, donc moi j'avais cette expérience, mitigée, je dirais, de l'association de ma première boîte, avec un associé qui était censé être opérationnel qui, a quitté le navire, au bout d'un an et des investisseurs qui, voilà, n'avaient pas, l'expérience nécessaire pour ce genre de société-là. Et donc je me dis: «Non, à partir de maintenant, je veux m'associer avec une personne qui va être au quotidien avec moi, qui va m'accompagner dans la difficulté». C'est très dur d'être entrepreneur et le fait d'être tout seul, ça redouble encore de difficultés. Donc moi, je voulais être avec quelqu'un. D'ailleurs, j'ai une petite histoire. Je vais aux États-Unis pour lever des fonds sur la boîte puisque j'ai un profil finalement, assez polyvalent, à la fois sur la partie tech et la partie commerciale. Et je vais aux États-Unis et là-bas, heu, je vais voir, plein d'incubateurs, des investisseurs et ainsi de suite. Et ils me disent tous, c'était en 2015-2016. Ouais, et tu vas lever des fonds pour cette boîte-là? Effectivement et je voulais m'installer aux États-Unis. Ça faisait partie aussi des réflexions, de me dire, pourquoi aller aux États-Unis? Parce que je me dis: «C'est là-bas où ça se passe. C'est là-bas où des sociétés, avec une portée internationale se développent. J'ai envie de changer de vie». Hem j'ai envie de rejoindre des amis qui ont pas mal réussi, aux États-Unis aussi et donc j'ai tout un parcours où je m'oriente petit à petit vers les États-Unis. J'en discute avec ma femme qui était ma copine à l'époque et on prend un visa donc on était assez loin dans le processus et là-bas, aux États-Unis, ils m'ont tous demandé, avant même de demander: «Qu'est-ce qu'elle fait ta boîte? Quelle est la différenciation?» Avant de pouvoir me permettre de présenter le projet, ils m'ont tous demandé: «C'est qui l'équipe? C'est quoi l'équipe? Tu es tout seul? Ben, ouais, raconte-nous ce que tu veux, mais finalement, ça nous intéresse pas» et c'était tellement, standardisé, des gens qui se connaissaient pas, ils m'ont tous posé la même question
Et ensuite, je me suis intéressé, pourquoi est-ce que cet aspect est aussi important que ça? Il se trouve que, statistiquement parlant, les sociétés qui sont, successful et qui sont montées sur la tête d'un seul entrepreneur, d'un seul fondateur sont très rares et la probabilité d'échec est bien plus importante donc lorsqu'on est 2 ou plus. Et on voit d'ailleurs les grands succès, dans le monde aujourd'hui, ils ont été, 2 au minimum. Google, ils étaient 2, Apple, ils étaient 2, Microsoft, ils étaient 2, peut-être même plusieurs fois, non, au début, ils étaient 2, heu, ou plus. Airbnb, ils étaient 2, donc en fait, toutes ces boîtes, il y a quelques exemples de boîtes qui ont été créées, qui ont été successful sur des entrepreneurs tout seuls, comme par exemple Dropbox, mais c'est rare. Et donc, là, je reviens des États-Unis, je me dis: «Mais il me faut absolument, désespérément un associé», aussi pour une question de crédibilité du projet dans l'ensemble. Et là, je contacte des potes qui, travaillent chez Google, qui travaillent chez Apple, qui travaillent dans plein de grandes entreprises, et en fait, c'est une douche froide pour moi parce que ces gens-là, ils sont, dans un engrenage, ils ont acheté des maisons, ils ont des crédits, il faut qu'à la fin du mois, ils remboursent leurs crédits, qu'ils payent, voilà, un train de vie qui est plutôt confortable et donc ils se sont créés une espèce de prison dorée qui ne leur permet pas de bénéficier, en fait, d'une situation, pour, monter une entreprise et pour s'exposer à un risque important et donc après 2 ans, bah, je dois me résoudre, en fait, à cette réalité que je n'avais pas imaginé que même un entrepreneur qui a, on va dire, réussi une première entreprise et qui veut trouver un partenaire, bah, il a du mal à trouver un associé. Comment tu transitionnes de l'API dont tu parlais où tu es? Alors ça c'est après. Donc au début, c'était l'aspect communautaire. Je développe tout seul. Mon associé, celui qui est devenu mon associé, qui était l'un de mes meilleurs amis et qui, avait aussi l'entrepreneuriat dans son ADN, on finit par s'associer ensemble à 50-50. Très dur pour moi de lâcher 50 alors que j'ai déjà monté une entreprise, que j'ai déjà pas mal d'expérience, que le produit est déjà lancé et finalement, cette décision a été l'une des meilleures que j'ai prises de ma vie. Cet associé, nous a permis en fait de développer la société à un point qui fait qu'on a pu la vendre en 2021, donc à un grand groupe américain. J'aurais pas réussi sans lui. Peut-être que l'histoire aurait été différente, mais en tout cas, ça s'est très bien passé. C'est quoi cette vision de parité, en fait? Est-ce qu'on a besoin d'une parité pour être impliqué? C'est pourquoi, quel était toi ton désir à ce moment-là quand tu veux le faire rentrer? Pourquoi tu voulais pas être à égalité? C'était quoi tes arguments et pourquoi lui, il les a pas reçus? Ouais, donc et et encore une fois, cette association à 50-50 nous a beaucoup servi par la suite, heu, parce qu'il en découle beaucoup de choses d'une association comme ça. Je sais que ce que je vais dire, va être, contredit ou contesté par, plein d'experts qui, à tort ou à raison, vont considérer qu'il faut qu'il y ait un maître à bord et je comprends très bien ce raisonnement-là. Pour nous, c'est justement le fait qu'il n'y avait pas de maître à bord qui a fait qu'on a pu avancer et traverser en fait, toutes les turbulences. Hem, donc moi, j'avais cette vision que j'étais déjà un entrepreneur avec une certaine expérience et que mon associé qui provenait d'une grande entreprise, qui avait eu une expérience aussi entrepreneuriale, mais dans la difficulté, hein, comme tout le monde, rentrait dans un projet qui était déjà monté et donc il était normal qu'il ait moins de parts, que moi et finalement lui avait une vision, où il avait tout à fait raison. Il avait besoin de se sentir impliqué, il avait besoin de se sentir, aussi maître à bord, autant que moi. Donc on a beaucoup, beaucoup discuté, puis on a fini par s'associer à 50-50 et finalement cette association, ça nous a permis à chacun dans les moments difficiles de se dire: «Je ne peux pas baisser les bras parce qu'il y a pas d'autre maître à bord. Moi aussi je suis maître à bord». S'il y avait eu 49-51, ben, celui qui avait 49 aurait pu se dire: «Bah, finalement c'est à lui de se démerder, c'est lui qui a la main sur, c'est le pouvoir de décision» et donc bah, finalement voilà, je me mets un peu en retrait et je fais mon travail d'associé minoritaire. L'associé majoritaire, si on avait eu un à 51 ou plus, aurait pu se dire: «Bah, c'est moi le maître à bord, donc je vais imposer une décision à mon associé minoritaire» et donc là où les décisions devraient être prises de manière, collégiale, et consensuelle, bah, on aurait pu imposer
Et donc, c'est un raccourci on n'a pas pu prendre parce qu'on était à 50-50, mais qu'effectivement, vu la difficulté de l'entrepreneuriat en général, à un moment, tu te retrouves avec une situation difficile, ton associé, n'est pas d'accord avec toi, c'est toi qui as la majorité, donc tu vas trancher. Et donc ça nous a forcés de prendre des décisions qui étaient, respectueuses envers, les 2, de proposer que des choses que l'autre accepte et d'être, quelque part, obligés, de par la nature de notre association, d'avancer de manière consensuelle. Quel est le déclencheur qui te dit: «Ça y est, en fait, là, j'ai la conviction, il faut qu'on pivote»? Ouais, donc ça c'est intéressant parce que, souvent en tant qu'entrepreneur, on a cette difficulté de mélanger de manière intelligente, de mixer la persévérance et la flexibilité. Une flexibilité à 100, c'est que tu as essayé un truc 2 jours, ça marche pas et tu essaies autre chose et donc à force d'essayer, bah, finalement rien ne va fonctionner puisque rien ne fonctionne dès le départ. Et à l'opposé, tu peux être tellement persévérant que tu as une idée en tête et tu te tapes, avec la tête contre la même partie du mur alors qu'en fait juste à côté tu as une porte. Et donc, voilà, c'est les 2 extrêmes et donc il y a un juste milieu à trouver. La manière dont nous on a réussi à gérer cette espèce d'ambivalence, c'est de se dire: «Voilà, en fait, on va se donner une limite de ressources, de temps, ça peut être la ressource, ça peut être le temps, l'argent, l'effort et on essaie d'atteindre tel objectif avec cette manière-là de faire. Et à la fin de l'utilisation de la ressource en question ou de la date en question, on fait une rétrospective. Est-ce que ça a donné les résultats escomptés ou pas? Et si c'est pas les résultats escomptés, on va dans une autre direction. Donc ça permet de quelque part, à la fois faire preuve d'une certaine persévérance pendant un certain temps, mais de ne pas non plus, être obstiné. Exactement. On s'est fait accompagner aussi d'un consultant qui nous permettait de prendre un peu plus de recul aussi. Le consultant, il a pourquoi une vision marché? Il comprend les concurrents, il comprend les tendances? Alors nous, ce que ça nous a apporté, et je pense que c'est une contribution qui, peut être utile pour, tout entrepreneur, c'est que quand tu es entrepreneur, tu es le nez dans le guidon, tu es soumis à une pression énorme et tu as tendance à voir les choses, heu, dans un niveau de détail qui est celui de ta journée ou de ta semaine. Et tu perds un peu la vue d'ensemble de où est-ce que tu es en train d'aller, de qu'est-ce qui est en train de se passer et tu t'obstines aussi parce que tu as vraiment envie de réussir, alors que de temps en temps, il faut juste, laisser tomber, quoi. Il faut accepter, le fait que ça fonctionne pas, il faut aller dans une autre direction. Donc avoir quelqu'un qui a plus de recul, qui est un peu plus, à l'abri, en fait, de toutes ces vicissitudes, du quotidien, ça aide énormément. Ce consultant-là qui vous apporte une vision du marché, qui vous met sur la piste de: «On va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'India». En fait, c'est intéressant. C'est intéressant parce que selon lui, ce qui est devenu le produit Getemail, hem, n'aurait pas dû exister et n'était surtout pas la voie à prendre. Donc lui nous a aidés à prendre du recul, à sortir de cette idée de communauté, de génération de leads. Par contre, c'est pas celui qui nous a mis sur la piste de c'est ce qu'est devenu, Getemail.io. C'est plutôt mon associé, donc on a encore une fois, le niveau de pression est énorme. Il a une famille, il a une femme, hem, il y a des attentes, notamment au niveau financier. Les mois passent, le chiffre d'affaires ne monte pas. Hem, on voit la trésor de la boîte qui diminue progressivement mois par mois et on se demande, qu'est-ce qu'on va faire? Et le spectre bah, finalement, on va fermer la boîte parce qu'on n'a rien réussi à faire et qu'on va devenir salarié chacun, enfin surtout lui, parce que moi j'avais une autre situation, commence à pointer du nez et c'est extrêmement anxiogène de se dire, mois par mois, bah, plus que 4 mois de runway, plus que 3 mois, plus que 2 mois. Bon, bah, voilà et donc il m'explique à un moment que dans 3 mois, si, le chiffre d'affaires, c'était pas 3 mois, on se donnait 6 mois. Dans 6 mois, si le chiffre d'affaires n'augmente pas, bah, malheureusement, il va devoir mettre ce projet en stand-by et reprendre un poste de salarié. Et que dans une condition désespérée comme ça, en fait, il faut prendre une seule direction et essayer de faire en sorte que ça soit un succès. Et puis si cette dernière cartouche n'est pas un succès, bah, voilà, on aura tout fait et puis, on va devoir arrêter le projet. Et donc quelque part, il m'impose presque, l'idée de Getemail. Moi, j'étais pas pour ça, le consultant n'était pas pour ça, mais je me dis: «Bah, soit on ferme la boîte tout de suite parce qu'il est tellement parti sur cette idée-là qu'il ne changera pas d'avis, soit on donne une petite chance de monter un truc dans lequel je ne crois pas des masses, mais bon, voilà, ça peut toujours fonctionner, c'est toujours, mieux que de la fermer tout de suite, une dernière chance».
Et donc finalement, il a eu raison. Il a eu cette très bonne intuition de marché, de se dire: «Voilà où il faut mettre toute notre énergie, voilà là où on va faire du chiffre d'affaires, voilà comment on va faire pour sortir de cette ornière» et il a eu raison. C'est l'instinct de survie? C'est l'instinct de survie, je pense, ouais. C'est quoi qui est le postulat qu'il fait, sur lequel vous étiez pas forcément trop, Bah, d'accord? il se dit en fait, il faut qu'on développe un outil, de prospection sur LinkedIn avec un bouton qu'on va rajouter à l'interface, LinkedIn, là où tu as les boutons, se connecter, envoyer un message. On va rajouter un bouton getemail.io et quand on clique dessus, boum, tu as l'adresse email, professionnelle du prospect en question qui s'affiche, lorsqu'on est capable de la trouver. Hem et on va vendre ce produit-là. Et pour moi, à l'époque, vendre des emails, franchement, est-ce que tu résous vraiment un problème? Enfin, tu peux pas faire du chiffre d'affaires avec ça. Et le consultant, pareil, il dit: «Non, mais faut vous attaquer à un vrai problème. Ça, c'est rien, c'est un nice to have, c'est un petit truc gratuit, c'est pas». Et Nicolas me dit: «Non, non, on va vraiment faire que ça et on va essayer d'avoir le plus de clients possible là-dessus, et c'est notre dernière chance». Tu utilisais LinkedIn, pour ta première expérience professionnelle? Oui, 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 tout à fait. Et j'avais fait de la prospection, en fait, ce que je faisais, c'est de trouver des prospects sur LinkedIn qui correspondaient à certains critères et ensuite, effectivement, de deviner leurs adresses email. Mais c'était quelque chose de très technique, quoi. C'était un projet de geek où, je me rappelle, j'avais plusieurs ordinateurs, des téléphones portables, pour simuler, plusieurs connexions internet différentes et plusieurs comptes et donc je faisais de la prospection en mode automatique. J'avais des robots qui permettaient de, simuler, les clics, humains et donc oui, j'avais déjà une certaine expérience, mais pour moi, c'était pas un produit, c'était une manière astucieuse de prospecter qui m'était propre et qui ne ferait pas l'objet d'un business à part entière. Tu avais quand même été confronté à finalement au problème que tu allais résoudre. C'est vrai, tu as raison et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur le coup, tu vois pas les choses comme ça. A posteriori, tu peux refaire l'histoire et tout a un sens et c'est évident qu'il fallait faire comme ça. Mais sur le coup, on le voit pas du tout comme ça. Donc là, on arrive peut-être, début du covid, comment ça se passe? On est enfin, peut-être combien de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est un effondrement? Comment tu le vis? Ouais, donc je le vis mal, je le vis très mal. Je suis tétanisé par ce blocage de l'économie. Je me dis, je sais pas trop ce qu'on va faire, et c'est le tout début. Oui, oui, je sais, a posteriori, c'est évident que ça allait aller dans le bon sens, mais sur le coup, c'est pas du tout le cas. On se pose des questions existentielles. On a enfin une boîte qui tourne, qui a un beau succès. On a déjà en 2020, on a déjà 2020, on a déjà investi dans l'immobilier. On a pas mal de choses à la fois au niveau personnel. Je parle des niveaux personnels. Donc tout ça, c'était construit sur un revenu qui devait être stable pour pouvoir se projeter sur le long terme, quoi. Et donc, mon associé et moi, on a fait des choses indépendantes, mais en tout cas, on était, hem, mmh, pas mal dépendants quelque part de la réussite, de la continuation de la réussite de cette boîte. Et là, tu as le covid, arrêt de l'économie et on se dit, «Mais c'est pas, voilà, c'est ce qu'on a construit, c'est un château de cartes qui va s'effondrer, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire?» Et finalement, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est toute la prospection commerciale qui se faisait en personne se déporte sur internet puisque c'est la seule chose qui continue à pouvoir être utilisée et qui n'est pas bridée. Hem, Tout se réoriente, toutes les commandes de resto sur internet, tout ça se déporte sur le digital et ça nous aide, énormément et c'est là où on voit une croissance encore plus importante. C'est là où on arrive à bénéficier des largesses de l'État français quand même, notamment par le PGE. Alors, si tu peux expliquer aux gens très concrètement, c'était quoi et comment toi tu as pu en bénéficier? Ouais, donc le PGE, c'était le prêt garanti par l'État et donc c'est un mécanisme fiscal que l'État a mis en place pour aider les entreprises, à, subvenir à leurs besoins dans le cadre de ce Covid où l'économie était, soi-disant bloquée. Et donc ils avaient une clause qui, permettait, d'octroyer un prêt maximum de 2 fois la masse salariale annuelle, pour les jeunes entreprises innovantes. Et nous, comme on avait la masse salariale, en fait, en gros, c'était nous qui étions salariés majoritaires.
mon associé et moi, puisqu'on n'avait pas de salariés à proprement parler, c'était des prestataires, c'était des freelances dans le monde entier, donc ça rentrait pas dans la définition, de la masse salariale. Mais nous, on se rémunérait de manière suffisamment confortable pour, que la somme de nos 2 rémunérations fois 2 pour les 2 ans, plus les charges, associées, ça soit un montant important. On a eu, 1 000 000 de PGE, ce qui était absolument incroyable. Et donc, à l'époque, on avait une boîte, qui tournait, on avait des chiffres, on savait où investir l'argent, et ça nous a permis de décupler encore plus la croissance de la boîte. Enfin, l'acquisition, c'était quoi? Par de l'Ads? Comment tu faisais ton acquisition? Comment tu as commencé, Ouais, donc au début ouais, 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 ouais. Donc au tout début, c'était l'emailing, puisque le produit, on utilisait GetEmail pour, promouvoir GetEmail et c'était une espèce de mise en abîme, de mise en miroir qui était, auto-convaincante quelque part. On prospectait des gens et si les gens répondaient, on leur disait: «Bah, la preuve que ça marche, c'est que vous nous répondez donc regardez un petit peu ce que vous avez fait. Imaginez-vous que vous pourriez vous aussi utiliser ce service-là». Donc ça, c'était au début, coût quasi nul parce qu'on utilisait le même, la même brique techno que celle de Getemail. Ensuite, ce qui a bien fonctionné, alors j'ai essayé plein de différentes, solutions et c'est là où il faut être persévérant et avoir, beaucoup de confiance en soi et se dire: «Bah, voilà, allez, on essaie une nouvelle manière», mais bref, les choses qui ont fonctionné, ça a été au début l'emailing, pas que au début, hein, c'est d'ailleurs, pendant tout le cours du développement de la boîte. Le SEO, on avait des bases de données énormes de centaines de millions de profils, heu, avec les noms, les fonctions dans les entreprises et les entreprises où ils travaillaient. Et donc finalement, Google a rapidement, indexé ce contenu qui était très utile et l'idée pour nous, c'était de construire comme ça des sites internet qui avaient des centaines de millions de pages. Chaque page, c'était un profil, heu lorsque tu cherches CMO, Total, par exemple, bah, tu vas tomber sur le nom de la personne, sur sa fonction, sur son entreprise et avec un bouton, bah, tu veux trouver son email, inscris-toi sur getemail.io et c'était gratuit parce que c'était un modèle freemium. Tu avais 20 ou 50 crédits gratuits. Et donc c'était une manière très, cursive et naturelle de ramener le sujet, de se connecter à un besoin, d'être détecté sur internet et puis ensuite d'emmener la personne vers la version payante, si elle l'utilisait de manière suffisamment intensive. Donc le SEO a très bien fonctionné. Je me rappelle, j'avais prévu, 6 à 9 mois pour que l'indexation du contenu soit prise en compte et au bout de 3 mois, on avait déjà plus d'1 000 000 de visiteurs par mois. C'était assez impressionnant. Pour du B2B, c'était pas mal au bout de quelques mois. Donc ça a bien fonctionné. Le bouche à oreille a très, très bien fonctionné parce que quand tu développes alors ça aussi c'est intéressant, quand tu développes un produit, freemium, ta seule chance de produire un chiffre d'affaires à un certain moment, c'est que ton produit soit suffisamment bon pour que les gens qui utilisent ton service gratuitement se disent: «Bah, tiens, je vais payer en connaissance de cause pour avoir plus de ce produit que j'ai déjà testé gratuitement». S'il est pas bon, ça sert à rien. Donc toutes les ventes bizarres où tu racontes, des choses qui sont pas, réalisées et qui sont pas respectées dans la réalité, tout ça tu oublies. Tu mets de côté, ça fonctionne pas. Et donc une pression énorme sur la qualité du produit, le fait qu'il soit meilleur que la concurrence, ça nous a énormément aidé. Et donc le bouche à oreille était très, très fort. Le problème avec du bouche à oreille, c'est que tu le contrôles pas, quoi. C'est quand tu l'as, mais tu peux pas dire: «J'appuie sur un bouton et d'un coup je vais avoir, 4 fois plus de prospects qui viennent de cette manière-là». Donc c'était comme une diesel, tu vois, qui monte, qui monte, qui monte, mais sans que tu puisses vraiment contrôler au plus près, l'intensité de l'évolution. Et le dernier, après avoir eu quelques années d'historique, je me suis rendu compte que on faisait pas mal de chiffres avec chaque utilisateur. Je savais combien de chiffres on faisait au bout de combien de mois. Donc tu avais le chiffre d'affaires cumulé en fonction de l'ancienneté de l'utilisateur sur la plateforme et donc on était dans des conditions confortables pour investir dans du payant, de la pub payante. En se disant: «Voilà, si au bout de 6 mois, on a remboursé le client, ça veut dire que je peux payer 20 € par utilisateur et donc voilà, je vais demander à Google de me trouver le plus de prospects possible, dans ce coût d'acquisition-là». Et donc le dernier qui est arrivé, c'était Google Ads, effectivement, qui était assez puissant, mais à partir du moment où on savait le chiffre d'affaires qu'on faisait par utilisateur, parce que sinon tu peux aussi perdre, à ce jeu-là, si tu n'as pas ces informations. Tu as aussi un rôle, d'investisseur parce que tu as utilisé le levier financier pour la stratégie de ton entreprise. Hem, Dans cette, quête-là il y avait forcément des concurrents que tu as vu émerger comme toi. Là, il y avait un marché qui était
pour le coup, qui commençait peut-être à être saturé, on avait Océan Rouge. Tu as commencé vraiment à se consolider et comment on en vient à ce que quelqu'un vienne toquer chez nous pour nous dire: «On veut racheter les clés du camion». Ouais, alors ça, c'est très intéressant et quelque part, toutes les erreurs que j'ai faites, auparavant m'ont servi à ce stade. Je me rappelais, en 2020, je me rappelais encore douloureusement de cette liane que j'avais pas prise au bon moment avec ma société précédente et je me suis dit: «Là, on arrive dans un stade comme ça». Tu veux, les boîtes, elles ont des stades de développement. De 0 à 1 million, tu as une certaine typologie d'entrepreneur qui réussit, une certaine typologie d'activité, une certaine manière de faire d'être entrepreneur. Donc, faut être une tête brûlée, faut avoir décroché les premiers clients, faut croire à certaines choses où personne ne croit puisque tu démarres, un nouveau produit. Tu as plein de difficultés, il faut tout faire soi-même. Voilà, donc ça, c'est un peu les compétences de 0 à 1 million, je dirais. De 1 à 10 millions, tu commences à avoir une équipe. Il faut monter, une culture d'entreprise, il faut recruter les bonnes personnes, il faut savoir déléguer, il faut faire en sorte que les personnes, enfin, tu vois, c'est des compétences différentes. De 10 à 100 millions, bah, c'est les grands comptes, en fait. Tu vas devoir savoir signer et faire de la politique d'entreprise et savoir, serrer des pinces, aller dans des dîners et cetera pour signer des grands comptes. De 100 millions à 1 milliard, c'est encore autre chose et puis après tu commences à faire de la politique, mais de la vraie quoi, comme Elon Musk, aujourd'hui. Donc, tu vois? Et c'est très rare, c'est quasiment impossible qu'un entrepreneur soit, capable d'être le meilleur entrepreneur possible pour chacun de ces étapes, chacune de ces étapes-là. Donc nous, je me suis rendu compte qu'on était bon de 0 à 1 million. Allez, c'est un ordre de grandeur, peut-être 2 ou 3 millions, mais finalement, en tant qu'équipe, on allait capoter et on allait, plafonner et qu'on n'était pas prêt à nous changer nous-mêmes et à nous adapter aux nouveaux besoins de l'entrepreneuriat pour une boîte de quelques millions à quelques dizaines de millions. Et donc, pour ne pas rater le coche et être toujours dans cette dynamique positive, on était à l'époque, on avait une très belle croissance et grâce à la modélisation SaaS et à cet investissement qu'on avait de 1 million d'euros de prêt, hein, bancaire, hem, je savais que sur les 18 prochains mois, on allait avoir une croissance. Quelle serait cette croissance? C'est qu'on pourrait vendre la boîte dans des conditions de croissance et non pas de stagnation. Ça, c'était très important. Ce qui m'était arrivé dans la boîte précédente et où c'était dur de valoriser une croissance de la boîte et de la vendre sur l'avenir lorsque le présent était stable. À ce moment-là, tu as pris ton carnet, tu as commencé à poser des chiffres, tu t'es dit: «OK, je peux revendre ça», enfin Donc je discutais avec mon associé, et je lui dis: «Écoute, c'est le moment de vendre la boîte, faut pas péter plus haut que son cul, pardon de l'expression. On est bon de 0 à quelques millions. On a fait notre truc, maintenant on commence à être grillé, on commence à être fatigué, on n'a pas les mêmes dynamiques ensemble, on veut faire des choses différentes, donc c'est le moment de vendre». On est en 2000, fin 2020. Fin 2020. Et donc moi je regarde, je m'intéresse, pour une fois la boîte maintenant elle est internationale, à contrario de ma boîte précédente, on a pu, ne toucher que des acquéreurs potentiels, français ou européens. Là, c'est une boîte internationale avec des clients internationaux, avec une activité internationale, avec des prestataires internationaux, donc finalement que la boîte soit en France ou ailleurs, peu importe. Et donc je me dis: «Bah, c'est cool parce que les acquéreurs, je vais pouvoir aussi les chercher dans le monde entier» et qui dit monde entier dit les États-Unis forcément. Et je commence à discuter, je commence à voir les ratios et cetera et je tombe sur des acquéreurs potentiels intéressants, mais je me rends compte que finalement la vente, c'est un vrai métier, et qu'effectivement je pourrais apprendre, je pourrais progresser, mais finalement j'ai pas cette compétence-là et j'ai envie de ouais, et le temps qui tourne, exactement. Et donc après, 2 ou 3, donc on commençait à discuter avec certains acquéreurs sur les valorisations, sur des choses où je sentais qu'ils étaient très forts parce qu'ils avaient de l'expérience et que moi je ne l'étais pas, quoi. peut-être un truc à donner, une anecdote, là tu t'es senti bon Oui, les gens ils posent, mais oui, oui, absolument, c'est très technique, tout ça est très subtil. Les gens posent beaucoup de questions. Ils posent beaucoup de questions et toi, il faut que tu saches mettre une limite, en fait, à ces questions-là parce que souvent, c'est des concurrents, c'est des gens qui veulent faire des merges, des fusions, qui veulent, et donc si tu fournis trop d'informations, quelque part, tu fournis aussi des secrets de fabrique et donc il faut donner suffisamment d'informations pour, attirer l'attention et pour susciter la curiosité et l'intérêt de ton acquéreur, mais pas trop en donner non plus. et Moi, je suis plutôt très transparent et je donnais trop les informations et donc du coup, eux, ça leur permettait d'avoir suffisamment d'informations pour se construire des histoires de valorisation de la société qui n'étaient pas à notre avantage. et t c'est par exemple, c'était quoi la différence qu'il y avait en termes de ratio de valorisation entre toi, ce que tu demandais et eux, du coup, ce qu'ils te proposaient derrière? En fait, c'était pas que les ratios, mais c'était aussi la GAP, en fait, la garantie d'actifs passifs. C'est que eux, en fait, ils vont dire: «On te valorise la boîte d'une certaine manière sous condition que».
et c'est sous condition que finalement, quand tu n'as plus les clés du camion et que finalement c'est l'acquéreur qui est aux rênes et qu'il va pouvoir, tirer des leviers comme bon lui semble et que toi tu dois quand même respecter certaines conditions. Finalement, c'est comme si on te demandait de faire un marathon avec les pieds, attachés quoi et avec un boulet. Enfin, c'est quasiment impossible et je n'arrive pas bien. Des clauses exactement, des clauses. Qui sont pas forcément, en fait, à l'instant T. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on va dire: «Ah ça» et par contre, il faut que 2 ans après, la boîte fasse ça et donc en fait, Ouais, ça te projette dans le exactement, futur exactement, pour le exactement, exactement. Donc tu as aussi une, logique de cash out versus earn out. Le cash out, c'est ce que tu reçois tout de suite lors de la signature de l'acte et l'earn out, c'est ce que tu reçois plus tard, échelonné sur plusieurs mois, plusieurs années et conditionné à toutes sortes de chiffres, encore une fois, sur lesquels tu n'as plus la main et donc l'idée, bien évidemment, c'est d'avoir le plus de cash out possible et de minimiser l'earn out puisque c'est des choses que finalement tu es pas sûr d'avoir et donc là, voilà, c'était très technique, c'était très astucieux, très subtil et la négociation commence dès le premier appel, quoi. C'est pas au moment où tu reçois la LOI, ça c'est déjà c'est que tu as raté les 3/4 de la négo et donc j'ai cette observation-là, donc j'essaie pendant 3 mois de vendre moi-même la société et je me heurte en fait à ces obstacles-là et là je me dis: «Il nous faut un banquier, quoi. Il nous faut un banquier d'investissement qui sache gérer ça» et c'est là où on tombe sur, quelqu'un d'absolument incroyable, qui prend notre dossier et qui en 6 mois nous fait, une valorisation, une négociation, absolument, stratosphérique quoi. Vraiment je pensais pas, par rapport à moi, mais même par rapport à ce que d'autres auraient pu faire et c'est là où tu vois, mais ce attends, ce banquier, tu l'as croisé au coin de la rue? Comment tu es allé le chercher déjà? non, en fait, j'étais dans un groupe. La Ouais, ouais, ouais. Alors j'étais dans un groupe qu'on appelait P4, comme puissance 4 de 4 on était 4 entrepreneurs et on se soutient mutuellement, un peu selon heu, des groupes mastermind, ils appellent ça. Donc chacun a des objectifs et tout ça. Donc on commence en 2018-2019 et ma vie, elle change complètement, entre autres grâce à ce groupe, d'entrepreneurs, certains plus expérimentés que moi, d'autres qui commencent à peine. Hem Et c'est eux qui m'ont, mis au parfum des différents banquiers d'investissement qui étaient spécialisés et adaptés un petit peu au marché sur lequel j'étais. et donc ce banquier-là, c'est quoi la relation qu'on a? On lui dit des vrais chiffres à lui, on lui met les Alors lui, oui. Alors lui, on lui montre tout, on lui explique tout et lui va justement présenter l'information. Donc c'est un mélange de présentation d'informations, heu, de, refuser de communiquer certaines informations, de les présenter de manière convaincante à notre avantage. Enfin tout ça, c'est très subtil. Et c'est quelqu'un qui sait faire exactement ce genre de choses et qui a déjà vendu 5 boîtes auparavant lui-même en tant qu'entrepreneur, à des grands comptes, Oracle, SAP et ainsi de suite. Et donc il sait à la fois ce que c'est être entrepreneur, qui a été, d'un côté et de l'autre de la barrière en tant qu'entrepreneur et à la fois en tant qu'acquéreur par la suite, qui a, vu l'accompagnement qui, s'ensuit dans les grands groupes, dans le cadre de l'earn-out, et qui a lui-même, vendu des sociétés et donc il a vraiment, voilà, une vision à 360 de ce qu'il faut faire et donc un peu à l'opposé des, banquiers d'affaires avec lesquels j'avais travaillé auparavant et qui, n'avaient pas donné de résultats. Ce banquier fait exactement l'opposé de ce qu'ils ont fait de ce que font les autres. Les autres, en fait, ils vont vendre la mission eux-mêmes et une fois que c'est fait, c'est des stagiaires qui vont faire le travail. Lui, c'est exactement l'inverse. Lui, il me dit dès le départ, heu: «Si tu veux travailler avec moi, c'est dans ces conditions-là» et à partir du moment où on a signé, le jour J+1, il était vent debout sur le dossier en train de me passer 4 coups de fil par jour avec son partenaire également, ils étaient 2 banquiers. Et donc, il y a eu quelques stagiaires, mais en fait, c'est eux qui ont été, les porteurs, en fait, de ce processus, quoi, de M&A. donc on comprend qu'il y a le talent de l'individu qui joue énormément. Est-ce que c'est aussi parce que c'est des gens qui ont accès à des possibles revendeurs auxquels toi, tu aurais peut-être pas eu accès, en fait? Alors, ils savent contacter les revendeurs, effectivement, et c'est un savoir-faire. Ils ne les connaissaient pas, d'avance,
Mais ils ont su identifier la bonne personne dans une grande entreprise qui avait à l'époque, 10 000 salariés, le bon individu, avoir les bonnes discussions avec lui, approcher le sujet comme il faut. Donc tout ça, on sentait que c'était entre guillemets «du grand art». Et à la suite de ça, on a eu un processus, qui s'est enclenché très rapidement, quoi. Due diligence dont tu parlais tout à l'heure, ça consiste en quoi? Et quelqu'un qui vient vérifier, les moindres lignes comptables, c'est un c'est comment ça fonctionne? C'était infernal. 6 mois, mon fils est né pendant ces 6 mois-là. Le fils de mon associé est né pareil, un peu plus tard, quelques mois après, mais pendant ce processus de M&A. C'était extrêmement, extrêmement dur. Pendant ce temps, nous, on avait des enfants en bas âge qui pleuraient la nuit. Le décalage horaire avec les États-Unis était horrible. En gros, on avait des rendez-vous à 1 heure, 2 heures du mat. Il y avait 1000 questions de due diligence auxquelles il fallait répondre, certaines hyper complexes, où il fallait faire preuve, encore une fois, de subtilité dans l'information, pas trop donner d'infos, mais en même temps donner suffisamment parce qu'ils avaient besoin de savoir certaines choses, mais pas d'autres. Et ça a été extrêmement difficile. C'était quoi le deal, si tu peux en parler? Ou sur le earn-out, le cash out, t après vous êtes partis travailler dans la boîte? Alors ça, c'est très intéressant. Alors déjà sur la valorisation, je voudrais faire passer un message parce que, pour moi, ça a été une grosse claque. Hem, donc au début de ma jeunesse, de par, la famille d'où je proviens, quelque part, heu, l'argent est lié et la valeur de l'argent est donnée par l'effort qu'on va faire, le nombre d'heures de travail, voilà, en tant que salarié, en tant qu'enseignant, c'est un peu ça, le monde dans lequel la valeur travaille. Heu Quand tu es entrepreneur, surtout quand tu développes un produit, on en parlait tout à l'heure, en fait, tu veux décorréler l'effort que toi tu fais du montant qui va en découler. En valeur capitale. C'est ça, la valeur, c'est ça. Et donc, ce que tu vas faire, tu vas essayer, avec le moins d'efforts possible, le moins de ressources, à euh, répondre à un problème dont la résolution rapporte beaucoup d'argent à la personne qui va payer. Donc, du coup, bah, par conséquent, elle va aussi être capable de payer beaucoup d'argent, enfin, une partie de cette valeur-là, pour le produit en question. Tu vois? Et donc, en tant qu'entrepreneur, j'étais bien aguerri là-dedans et je sentais vraiment qu'effectivement, ton produit, s'il te prend 1 heure ou si tu as mis 1 an à le développer et que tu peux le vendre à plein de personnes et que chaque personne, elle va pouvoir en gagner une certaine valeur, bah, il va pouvoir te payer une part de cette valeur-là et que finalement, bah, toi, une fois que le produit est développé, sans continuer à travailler énormément, tu vas quand même pouvoir capitaliser sur ce produit que tu as développé. Donc ça, je comprenais très bien et comment quelque chose que moi je sais faire rapidement pouvait apporter beaucoup de valeur et que les gens pouvaient payer beaucoup d'argent là-dessus, quoi. Et lorsque cette société a été valorisée, j'ai découvert un tout autre monde, tu vois? Heu, où finalement la capacité d'endettement virtuellement infinie de ces grands groupes, on était dans le covid, tous les gouvernements, l'Union européenne, les États-Unis avaient ouvert complètement les vannes, ils avaient fonctionné la planche à billets. Et les structures qui avaient accès à ces sources de financement, complètement, illimitées, c'était principalement les grands comptes. Aussi les petites entreprises à notre échelle, mais surtout les grands comptes. Et donc l'acquéreur étant un grand compte, ils avaient un accès, illimité à ces sources. Donc finalement, c'est juste un chiffre c'est un nombre dans un compte bancaire, dans un serveur, finalement. Et donc tout ça, ça a fini par être complètement décorrélé des multiples, décorrélés de la valeur qu'on peut apporter, parce que cette société acquéreur avait absolument, désespérément besoin d'une brique qu'ils n'avaient pas été capables de développer en interne, qui était exactement la brique que nous on avait et sur laquelle, on faisait notre chiffre d'affaires. Donc finalement, la négociation s'est portée non pas sur des quelconques, multiples, d'EBITDA, de chiffre d'affaires, de ce qu'on veut, mais sur une mise en concurrence. Où finalement, et c'est là où le banquier d'investissement a été très bon, tout ça, ça s'est passé en 10 minutes. Enfin 10 ou 15 minutes, un appel avec, le responsable acquisition de l'acquéreur. Et donc, notre banquier d'affaires lui a dit: «Bah, écoute, on a une offre, qui est à ce montant-là et toi, bah, si tu veux court-circuiter, on est déjà pas mal avancé, si tu veux court-circuiter quelque part cet acquéreur, bah, faut que tu mettes plus sur la table et comme ça, on va te donner, quelque part la priorité là-dessus, quoi». Et donc ça a duré 15 minutes.
ou 20 en tout cas, le banquier d'affaires me rappelle et il me dit: «Bah, voilà, ça a été négocié, vous avez 2 possibilités, soit une possibilité 2 options, soit une option où vous avez un cash out tout de suite et pas d'earn-out du tout, soit une possibilité où vous avez un cash out qui est un peu plus faible, mais vous avez un earn-out qui est important et donc dites-moi ce que vous préférez». Donc nous, on se dit, bah, finalement, on va prendre la deuxième option parce qu'on est confiant de négocier les conditions de l'earn-out dans les meilleures conditions possibles, sachant qu'il y a toujours un risque. Et c'était quand même assez avantageux et finalement, le montant total, était beaucoup plus important, le cash out plus l'earn-out dans la version 2 que le cash out, initial. Donc on a misé on a été joueur, on a misé sur cette deuxième option et finalement, on a eu tout l'earn-out jusqu'au dernier euro, donc l'histoire nous a montré qu'on a fait le bon choix et je me demande si c'était pas un test aussi, pour tester notre implication et notre attachement au projet. Très important ça, dans le cadre de transition. De la part de l'acquéreur, en tout cas, on a répondu, correctement à cette question et on a pu passer à la suite, quoi. Donc ça, c'est important parce que souvent, mmh, on va regarder des ratios et c'est vrai que c'est une réalité qui existe de valoriser les boîtes sur des ratios, mais il y a aussi un autre monde complètement éthérique, heu, où la valeur d'une boîte, c'est tout simplement ce que l'acquéreur veut acheter et qui provient d'une mise en concurrence, des différents acquéreurs qui veulent montrer celui qui a les moyens les plus importants. Tu parlais de ta première boîte avec la crise des subprimes qui t'avait aidé. Là, on a vu une deuxième crise, celle du covid, qui a encore une fois, permis d'atteindre, bah, ces montants ésotériques dont tu parlais, c'est-à-dire qui sont complètement décorrélés d'une valeur fondamentale. Exactement, décorrélé, c'est le bon terme. C'est quoi ta conclusion du coup ici? Bah, souvent À chaque fois, c'est ce que tu décrivais dans le livre de Nicolas Taleb sur le signe noir. Est-ce que finalement ces signes noirs-là sont pas des incroyables opportunités, pour n'importe quelle personne qui justement a pris des risques et lui, il se retrouve sur les long tails de cette baucienne-là? absolument, c'est ce que je me rends compte de plus en plus et maintenant j'essaie, systématiquement de me placer sur cette longue traîne où, tu as peu à perdre et beaucoup à y gagner si jamais tu gagnes. Effectivement, la plupart du temps, tu gagnes pas, mais une fois sur 10, quand tu as gagné, en fait, tu as changé complètement les règles du jeu et donc Nassim Taleb, c'est pas le seul livre c'est le livre de référence, mais il en a écrit d'autres, notamment Antifragile, où il t'explique, en gros, qu'il y a des structures, des organismes, des organisations qui sont antifragiles. C'est-à-dire que non seulement qu'elles vont pas être touchées par les crises, mais elles vont être renforcées par les crises et les organismes humains, par exemple, les organismes vivants, souvent, ils vont se nourrir, en fait, de ces différences-là et de ces crises. Ça, c'est à partir du moment où tu acceptes de les accueillir et tu acceptes aussi, un certain risque, effectivement. Donc là, on a reven tu revendu ta boîte, c'est quoi là? C'est le jeu est fini, là, parce que, par rapport à la première, pour le coup, cette revente, elle te permet d'asseoir, définitivement ta liberté financière, que ce soit la tienne personnellement, mais celle de ta famille. D'ailleurs, comment tu as géré pendant toutes ces périodes ta relation, plutôt personnelle, familiale? Comment on gère ça dans ce chaos-là? Parce qu'il y a un chaos, il y a des incertitudes. Comment on arrive à convaincre un partenaire de créer une famille alors qu'il y a ce chaos? Comment tu as fait toi? Bah, moi, dès le départ, quand j'ai connu ma femme, j'étais entrepreneur. Donc quelque part, ça a été, une constante, ça a été dans les règles du jeu dès le départ. La clause, elle était, tu sais, au chapitre 1 dans le contrat et c'était évident. Après ma vie et la vie, elle change vraiment entre une vie où tu es en dessous de la moyenne, tu vois, d'entrepreneurs sur le sous. Je me rappelle, jusqu'en 2016, j'étais dans un studio de 38 mètres carrés dans le 14e arrondissement à Paris, à côté de la prison de la Santé. C'est la seule prison qui est encore dans une ville, à ma connaissance. Elle était dans le 14e à Denfert-Rochereau et la nuit, il y avait des rébellions de prisonniers ou je sais pas, mais et j'entendais la police et on se demandait: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Enfin, c'était vraiment une vie assez space, quoi. Donc je suis parti de là. Ensuite, en 2016, je suis devenu propriétaire voilà, c'était mon rêve et le rêve de tous mes copains. C'était un peu ça la vision de la réussite, d'être propriétaire à Paris intramuros. Donc je suis devenu propriétaire ma résidence principale, un bel appartement haussmannien. Donc ça a changé. Effectivement, c'est là où j'ai vraiment senti,
que je rattrapais quelque part, tu vois? Qu'il y a cette courbe-là où au début tu es en dessous et puis là, au bout d'un moment, tu rattrapes et puis après tu exploses et puis la dernière boîte, ça a été effectivement le fait de me placer bien au-dessus de, entre guillemets, «de la réussite moyenne», pour mon âge. Mais, la vie, elle change vraiment, même au niveau, de la perception de l'avenir, de la prise de risque, des personnes qui t'entourent, même au niveau amical quoi et personnel. Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, sur ces relations amicales, justement? Ouais, concrètement, en 2018-19, ça a commencé en 2016-2017 et puis ça a été progressif. Hem, j'ai, j'ai changé le groupe d'amis, en fait. Tout simplement, on s'entendait plus avec les amis d'avant. Hem, on n'avait plus grand-chose à se dire, voire même on avait des choses, contradictoires et il y avait beaucoup de divergences et finalement je me suis entouré de personnes qui, réussissaient elles-mêmes et qui, étaient contentes quelque part de voir la réussite des autres, en fait. C'est assez intéressant. Lorsque tu as un certain style de vie et une personne se met de ton entourage se met au-dessus, en fait, tu as 2 possibilités. Première possibilité, tu la tires gentiment vers le bas. Deuxième possibilité, tu dis: «Bah, tiens, c'est chouette là ce qu'il a fait, comment il a fait? J'ai envie de faire la même chose». Et ça, c'est justement, tirer les autres vers le haut lorsque tu as réussi, quelque chose que les autres n'ont pas réussi. Et il se trouve que de manière assez subtile et imperceptible, j'étais entouré de gens qui avaient la première logique. C'est-à-dire, dès que tu sors un peu de ce qui est considéré comme la normale, ils vont t'attirer à travers des fils invisibles, mais néanmoins bien présents, pour te remettre un petit peu dans la marche normale des choses. Hem, j'ai changé petit à petit vers des gens qui réfléchissaient de manière différente, qui se disaient: «Mais de toute façon», un peu comme encore une fois, Nicolas Nassim Taleb je me suis placé en extrémistan. Il a un terme vraiment très intéressant qu'il appelle ça extrémistan, où c'est le conte de fées, quoi. C'est des gens qui réussissent à faire des choses, complètement uniques et du coup, on peut se nourrir de ça. On peut se nourrir des idées complètement différentes qu'ils ont eues, de leur réussite, être content pour eux et essayer aussi d'en apprendre le maximum pour pouvoir se l'appliquer à soi-même. Et donc il y a eu ce changement-là vraiment et je me suis rendu compte que, il existait aussi des gens qui sont, heu, très contents lorsque les autres réussissent et qui avancent, tu vois, dans la bonne humeur, dans l'énergie positive. Donc mes amis ont changé et je suis très content de ça. On dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Ta réussite financière, comment tu l'as gérée, Est-ce que tu as fait la même chose qu'avec le banquier? Tu t'es dit: «Je vais faire par moi-même». Tu as investi, je sais pas, tu connaissais donc tu as parlé tout à l'heure de l'investissement immobilier. C'est quoi l'immobilier? Parce qu'avant tout, tu parlais du statut propriétaire qui est en France omniprésent et le ça, comme tu dis, la réussite, je suis propriétaire. Mais derrière tout ça, il y a juste une notion fondamentale, c'est-à-dire que l'individu, il a 3 besoins, boire, se nourrir et se loger. Et parfois, comme tu décrivais avec ton appartement qu'il y avait vu sur la prison de la Santé, tu as juste envie d'avoir un chez toi à toi, un truc où tu te sens vraiment bien. Est-ce que c'est ça que tu allais chercher ou alors tu t'es dit, comme ce qui est la pensée dominante en France, dire: «Je vais acheter de l'immobilier pour gagner de l'argent, pour faire de l'investissement». Est-ce que c'est quoi ta vision par Non, pour moi, à l'époque, encore une fois, toute cette vision sur le patrimoine était en 2016, hein, quand je suis devenu propriétaire de cet appartement à Paris. Cette vision n'était pas complètement construite. Elle n'était pas fausse, mais elle n'était pas non plus élaborée et d'ailleurs, comme j'avais pas de patrimoine, en soi, ça servait à rien d'aller très loin dans cette direction-là. Heu et j'avais juste, les bases, quoi et les bases qu'elle me disait, c'est que les taux d'intérêt étaient très faibles, c'est vrai, que la, l'augmentation de l'immobilier à Paris était, de plusieurs pourcentages, par an, et stable depuis des dizaines d'années, et que lorsque je mettais dans la balance le fait de payer un loyer, de vouloir avoir un appartement plus grand et cetera, c'était tout simplement quelque chose d'intéressant, une petite échelle qui était mon échelle de l'époque. Et donc, il y avait ça, il y avait cette vision de la réussite, voilà, une certaine recherche d'un certain statut social que j'avais pas eu et que mes copains, avec lesquels on était au même niveau, avaient eu, et encore, bien quoi, bien plus que la moyenne des autres et donc, j'avais un effet de rattrapage important.
Et alors après, ton patrimoine, tu l'as géré comment? Tu l'as géré par toi-même? Donc en 2021, donc là, à l'époque, c'était encore une fois assez basique. J'ai fait des acquisitions immobilières par la suite, à l'étranger aussi. Et puis l'une dans l'autre, il y a eu la vente de la boîte. Et là, changement complet de paradigme, enfin les montants sont différents, d'autres sphères, d'autres perspectives et d'autres possibilités d'acquisition également. On n'a pratiquement pas de limite sur la dette financière on peut contracter. Puis au bout d'un moment, je me dis: «Mais tu sais quoi? Je me suis fait plaisir, ça m'intéresse plus». Il y a des recherches complètement incroyables en cours, dans le domaine de la compréhension des mécanismes du vieillissement, de leur ralentissement, voire même de leur inversion, et pouvoir allonger la vie, pouvoir rester jeune plus longtemps. C'est une aspiration de l'humanité depuis la nuit des temps.